Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Premier pas. La pertinence et les audaces de quelques danseuses vont lancer les premiers pas de l'ADT, à partir d'une triple réflexion confrontant le domaine de la danse qui est en passe d'accorder à celle-ci une fonction inédite, le domaine de la thérapie qui constate la pauvreté des offres de soins, en particulier dans l'univers psychiatrique, le domaine de la psychologie, qui connaît le développement de ces nouvelles théories. Un regard inédit sur la danse et sur le corps en souffrance. Marianne Chase témoigne dans ses écrits, Checklin 1975, Sandel 1993, de la mutation progressive de son regard alors qu'elle donnait un cours de danse en tant que professeure dans l'école qu'elle a fondée. En observant le mode non-verbal communicationnel des sujets qui prenaient leur premier cours de danse, je commençais à comprendre et à percevoir les besoins pour lesquels ils demandaient de l'aide. Au lieu de m'en sentir dépitée, j'essayais au contraire d'empathiser avec eux en tant qu'individus. Mon enseignement était à l'évidence en train de se modifier. Inconsciemment, l'intérêt et l'attention que j'accordais à tous mes élèves se transformaient en l'apport d'un soutien offert à des individus aussi bien qu'à des danseurs. Cette scène se passe en 1930 à Washington City, États-Unis. Il est donc question d'observation autant que de leçons, de communication non verbale autant que de danse, de sujets autant que d'élèves danseurs, de sentiments d'empathie autant que d'exigences sur la technique, toute orientation inattendue, dont Marianne Chase prend conscience au long des années 30. Les années 40 lui serviront à élaborer ce qui deviendra progressivement l'ADT. Marianne Chase est pour cela toujours reconnue comme The Grande Dame, The Mother of Us All, notre mère à toutes tous, danse thérapeute. Marianne Chase est donc d'abord une danseuse rompue à la danse classique puis moderne. Elle est élève à l'école d'art Denis Shawn dont on verra la particularité idéologique encadrant l'apprentissage de la danse, cf. Chapitre 2. En tant que professeure, elle évolue vers un enseignement d'un style nouveau et elle s'intéresse simultanément au monde du handicap. En 1940, elle démarre bénévolement pour des enfants perturbés, caractériels, des classes qui semblent plus apparentées à des interventions éducatives qu'à des cours de danse. Mais conjointement, elle propose au personnel de cette institution des groupes de danse traditionnels. Rien n'est encore déclaré comme ayant une action soignante par la danse ni directement avec les enfants, ni indirectement avec le personnel. Elle poursuit son activité sur ce double registre éducatif et chorégraphique pendant plusieurs années, qui sont peut-être le temps nécessaire à une maturation pour faire avancer la danse en direction de la thérapie. En effet, elle met en place un groupe de dance action avec les employés de la Croix-Rouge avec qui elle travaille. Elle dirige également un groupe de dance for communication avec les malades de l'hôpital Sainte-Élisabeth. Ces diverses activités se déroulent à Washington, où elle s'établit définitivement à partir de 1942. Ainsi, de la danse simple, elle est passée à la notion d'action et de communication par la danse ou encore à la perception d'un corps dansant et communicant, remarque propice à l'avènement de l'ADT. En 1946, alors âgée de 50 ans, elle devient danse-thérapeute dans une clinique psychiatrique, Chestnut Lodge, à Washington où elle exercera pendant plus de 20 ans. Pour mieux mesurer la portée de cette aventure exemplaire qui positionne le corps en médiateur thérapeutique, il faut souligner que ce même corps est par ailleurs, à cette époque, particulièrement neutralisé et même endommagé, involontairement, par des soins visant à contrôler les symptômes invalidants présentés par les patients. Car la psychiatrie n'est alors qu'à l'aube des connaissances scientifiques concernant le système nerveux central et les dérèglements biologiques de l'humeur et du mental. Les traitements par les médicaments psychotropes que sont les neuroleptiques, les anxiolytiques et les antidépresseurs, actuellement utilisés de manière courante et massive pour réduire les symptômes, délire, dépression, excitation, accès d'angoisse, comportements désadaptés, violents, sont encore inexistants. On doit par exemple, à l'écrivain américain Scott Fitzgerald, dont la femme Zelda a dû être hospitalisée de nombreuses fois pour un état psychotique et dysthymique, ce témoignage. Il illustre l'atmosphère qui régnait dans les hôpitaux psychiatriques, lorsqu'il fallait dominer les phases critiques, faute d'induire un réel apaisement grâce aux neuroleptiques. On mesurera encore mieux l'audace et le dévouement qu'il fallait à des danseuses pour croire en le potentiel positif de ces patients,
pour imposer la danse à visée thérapeutique à côté des soins traditionnels, et de l'attention que les soignants portaient à leurs patients. Les hôpitaux psychiatriques publics sont surpeuplés, certains patients doivent dormir dans la cave et les couloirs. Les patients les plus atteints habitaient des cellules obscures aux murs matelassés, où on leur passait la camisole de force pour la nuit. Nombre de ces institutions étaient des endroits oppressants, peuplés de schizophrènes chroniques qu'on entreposait plutôt qu'on ne les soignait. La cure de sommeil était induite par divers mélanges pouvant contenir du bromure de chloral, de la morphine, de l'alcool, des barbituriques, de la digitaline, de l'éphédrine diluée dans de l'eau administrée par voie rectale. Les patients dormaient 2 semaines, plongés dans une narcose prolongée. On ne les réveillait que pour les faire manger et purger leurs vessies et intestins, par des lavements. Cette méthode était l'avatar des cures de repos du XIXe siècle qui visaient à régénérer les systèmes nerveux épuisés. Elle réussissait à diminuer l'angoisse et amenait un soulagement temporaire. On recourait aussi au coma insulinique hypoglycémique, dite cure de Sackel, largement prescrite dans les années 1930 à 1950, et aux injections de métrazole provoquant de fortes convulsions. Après la piqûre, les patients avaient l'impression que leur tête explosait et recevaient une piqûre intraveineuse de pentotal, anesthésique. Par ailleurs, en complément ou en substitution de ces traitements, on recourait à l'hydrothérapie ou à la douche à la charcot, comme technique sédative éprouvée dans les hôpitaux français depuis 1890. Cela consistait en un jet d'eau froide sur la colonne vertébrale de façon à frapper la structure neurovasculaire et à stimuler les centres nerveux contrôlant les fonctions corporelles. En 1930, les hôpitaux anglo-saxons l'utilisaient ordinairement, proposant une grande variété de thérapies par l'eau. Immersion continue en baignoire, aspersion par tuyau d'arrosage, cabine de vapeur, douche et bain froid ou chaud, cette thermothérapie induisant une montée de la température censée améliorer les symptômes schizophréniques. Taylor 2002. Ce n'est que dans les années 50 que les premiers balbutiements en matière de prescription de psychotropes voient le jour. Précisons qu'ils n'agissent de toute façon que sur les symptômes et non sur la structure psychique du sujet, psychose, névrose, état limite. Simultanément, les approches psychothérapiques se développent et se formalisent sous la forme d'ergothérapie, de psychodrame, d'art-thérapie. Une comédie musicale inattendue et une nouvelle alliance thérapeutique. C'est dans ce contexte ordinaire de soins en psychiatrie que prennent place les initiatives de Marianne Chase. Voici le couplet d'une chanson qui est écrite et entonnée par des malades mentaux. J'entends des voix et il n'y a personne. Hallucinations auditives. J'ai des visions, hallucinations visuelles. Je me demande pourquoi je suis inhibée, intimidée. La schizophrénie est nouvelle pour moi, j'ai une double personnalité. Les docteurs disent qu'une seule me suffit. Ces paroles étonnantes émanent d'un groupe de patients qui avaient participé antérieurement à une session apparentée à la DT avec Marianne Chase, menée à l'hôpital psychiatrique Sainte-Élisabeth. Ils ont eux-mêmes l'idée de faire une parodie de leurs services et de leurs propres symptômes. Marianne Chase se dit surprise et accède finalement à leur demande. Elle ne fait alors que les guider jusqu'à la réalisation de leur projet, après avoir obtenu l'accord et l'aide enthousiaste des soignants du service et la participation de l'administration. C'est ainsi que se monte progressivement une sorte de comédie musicale à caractère satirique, Sandel et Hall 1993. Le spectacle, intitulé Hôtel Sainte-Élisabeth, dépeint la vie du Washington's Finest Resort, c'est-à-dire du meilleur complexe hôtelier de loisirs de Washington, transposant de manière émouvante et moqueuse la vie hospitalière de l'époque. Différentes scènes se succèdent, présentées par Miss Schizophrénie et Miss Rêve. L'on y chante sur de joyeux airs populaires en vogue, et l'on y danse pendant 5 actes. Une patiente exécute un tango avec pour partenaire un jeune homme particulièrement inhibé, la danse les obligeant à dépasser leurs mutuelles difficultés relationnelles. Les chorégraphies de groupe s'inventent et s'organisent. Miss Rêve propose un scénario burlesque se déroulant sur la plage de Waikiki, Honolulu, île Hawaï, et quelques patients suggèrent un accompagnement exotique au tam-tam. Le dortoir, si pénible à cause du manque d'intimité, est devenu un boudoir luxueux où se nouent des intrigues.
La cafétéria bruyante s'est métamorphosée en night-club, et les tenues hospitalières servent de déguisement drôle. La réalisation scénique mobilise les autres soignants. Il faut peindre des décors, coudre des costumes. La table de ping-pong et les recoins de la salle de soins font rapidement office de plan de travail. Pour introduire une rupture entre les scènes relevant de la réalité quotidienne et les séquences fantaisistes de la comédie, la troupe a voulu un cadre théâtral. La démarcation est fournie par l'art-thérapeute assisté de patients en fabriquant un nuage qui, quand il est allumé, semble flotter dans l'air, complété par des dessins décors rappelant visuellement le contexte satirique. Si bien que, conclut Marianne Chase, le bâtiment entier devint une thérapie occupationnelle. Voire tout un hôpital se trouva impliqué. Le spectacle est prêt en quelques mois. La base de ce travail, bien que ludique, est la reconnaissance par les malades eux-mêmes de leur handicap et de leur souffrance. Leur prise de conscience même partielle et leur capacité expressive ont été rendues possibles par des groupes de travail préalables pour monter la comédie musicale. Celle-ci met donc en scène, en danse et en chanson, leurs symptômes dont les hallucinations, leur détresse et leur colère d'être dépendants de l'hôpital mais aussi leurs espoirs, leurs aptitudes à se rencontrer dès lors qu'ils sont enclins à communiquer. Les patients du groupe, opérant une sorte de mise à distance vis-à-vis d'eux-mêmes, devinrent très critiques, comme des professionnels, précise Marianne Chase qui insiste sur la dimension non pas tant occupationnelle, c'était le terme consacré, que soignante de cette activité tout à fait inédite. Cette sorte de dramathérapie, n'est d'ailleurs pas la seule réalisation créative de ce genre puisqu'il y a eu Cri de l'humanité, Cry of Humanity, pièce traitant des troubles mentaux et des problèmes sociaux. Il faut aussi évoquer les animations chantées et dansées pour les messes de Noël. La mise en scène de la biographie de Sainte Élisabeth, entièrement créée par les patients sur des musiques du Moyen-Âge trouvées avec l'aide de la musicothérapeute, Sandel et Al 1993. Ce travail, où la danse est très présente, est rapporté car il pointe un état d'esprit particulièrement novateur et humanisant au sein d'un arsenal thérapeutique lourd. Marianne Chase s'adresse à la partie disponible et mobilisable des patients, sans pour autant nier une pathologie mentale soumise à une autre approche. Il y a, de plus, l'instauration d'une prise en charge interactive conjuguant les efforts des divers soignants et la participation des patients. C'est s'éloigner complètement des décisions thérapeutiques symptomatiques, basées sur une vision déficitaire du patient, au profit d'une valorisation de ses potentialités. La danse-thérapie, technique d'avant-garde ? La leçon inaugurale avec Marianne Chase. Dans la décennie 1930 à 40, Marianne Chase, dotée d'une ouverture d'esprit peu commune, voire révolutionnaire pour l'époque, contourne la barrière de la maladie mentale. Elle met en place progressivement sa technique de DT, de manière intuitive, en étant très à l'écoute des patients pour percevoir, en deçà du verbal, leur blocage personnel et leurs ressources à partir des qualités communicationnelles que possède le corps. Cette perception affinée du corps d'autrui passe d'abord, pour elle, par la connaissance de son propre corps, par le biais de son type particulier de formation en danse à l'école de Nishon. Regard des paysans stimulant, décalé, qui pourrait être encore d'actualité. Voici de manière concrète, comment Marianne Chase s'y prend pour rassembler les patients et mener une séance de DT pendant une demi-heure à 1 heure. Il ne s'agit pas d'une séance type, dans la mesure où sa pratique s'étend sur de nombreuses années et qu'elle s'efforçait de l'adapter aux conditions hospitalières ainsi qu'à l'état des patients. Le témoignage de la jeune Janet Adler, on la retrouvera avec le mouvement authentique, CF chapitre 3, qui assistait Marianne Chase à l'hôpital Sainte-Élisabeth, nous apprend. Elle travaillait dans une salle au sous-sol à côté de la chaufferie, une indication du manque de respect des administrateurs à l'égard de la danse-thérapie à cette époque. Elle visitait aussi de nombreux quartiers et cours intérieurs chaque jour, travaillant avec des patients trop malades pour quitter le sol. Et encore, quand nous devions quitter notre salle, je déplaçais un phonographe de quartier en quartier très lourd, mais je m'en moquais tellement j'étais émue d'être là. Les infirmières déverrouillaient les quartiers en enfilade, jusqu'à parvenir à celui des patients ES les plus atteints ES. Beaucoup n'étaient pas vêtus ES, la plupart ne parlaient pas. Elle était appuyée ES contre un mur dans des positions bizarres, totalement absorbés ES dans leur monde intérieur.
Alors Marianne me demandait une valse ou une polka, et je courais au phonographe choisir le disque pendant que magiquement, elle faisait lever ces personnes et les rassemblait en un cercle. Lentement, les patientesses se mettaient à taper des pieds, à claquer des mains, à bouger. Nous installions un rythme ou un son ou une émotion à l'unisson, alors elles pouvaient s'exprimer, pleurer, crier. Je me souviens de la fois où une femme leva passionnément son poing en répétant « Pourquoi ?» Sa plainte faisait écho dans les voix et les corps de celles qui l'entouraient. Au bout de 30 minutes, les infirmières revenaient, refermaient les quartiers alors que nous quittions les lieux, les patientesses retournant dans un lent mouvement vers leur monde familier où ils vivaient depuis des décennies. Palaro 1999. Avec des patients plus adaptés, les grandes lignes guidant le déroulement des séances sont les suivantes, Sandel et Hall 1993. Marianne Chase facilite le démarrage par un échauffement pour rendre le corps et ses différentes parties sensibles, et pour les ouvrir à d'autres possibilités a priori à dévoiler. Elle utilise la musique qui, en procurant rythme et mélodie, favorise l'induction du mouvement qui va s'amplifier, se déployer dans l'espace, s'enrichir et se danser. Les évolutions du groupe en cercle, dont elle sait le caractère sacré, sont préférées car cela forme une chaîne de communication sans début ni fin et donc sans hiatus, les patients pouvant rester à l'extérieur de la ronde, y entrer ou en sortir quand ils le souhaitent sans désorganiser l'ensemble, introduisant librement des modulations, s'agrandir, se resserrer, se déformer, sans que jamais il n'y ait perte de contact. Beaucoup de figures autres que le cercle sont possibles. Elle encourage particulièrement les improvisations, recourant si besoin et de manière assez informelle à des interventions verbales et motrices. Elle favorise par des évocations imagées, fleurs, arbres, animaux, des jaillissements dansés inattendus, des réactions émotionnelles et idéiques exprimant un jour, à l'insu conscient du patient, des souffrances intérieures et des représentations mentales affectées, distordues ou isolées. Elle reprend certaines actions des patients non pas sur le mode de l'imitation, mais sur celui de réponse en mouvement, en les incitant à poursuivre. Elle peut aussi demander aux patients à devenir momentanément leader du groupe à tour de rôle, en les aidant, ce qui rend cet exercice narcissiquement valorisant. La séance se termine par des mouvements communs, faciles, susceptibles de donner à chacun et au groupe un sentiment de cohésion et de solidarité. La verbalisation est facultative, informelle et chaleureuse. Le but de Marianne Chase est de chercher à déclencher et ou à renforcer des effets d'unification et d'harmonisation intracorporelle même ténus, des sensations de mieux-être et de réconfort durable jusqu'à la séance suivante. Les comportements aberrants générés par la pathologie mentale comme la prégnance des symptômes chroniques, peuvent perdre alors de leur vigueur et ou trouver momentanément une autre issue dans le contexte rassurant et cadrant de l'ADT. L'un des psychiatres de l'hôpital Sainte-Élisabeth témoigne de la surprise produite par cette nouvelle thérapie. À voir ces patients psychotiques, très malades, et Mel Chase danser, on a l'impression qu'au travers de ce moyen, les patients ont la possibilité de faire un pas hors de leur monde étroit, step out their constricted world, et pour certains atteindre l'extérieur les autres, reach outward. Leurs mouvements semblent libres, faciles, confortables, exprimant en déplacement et rythme ce qu'ils ne peuvent exprimer en mots ou en comportements sociaux conventionnels. Ce qu'ils font est à attribuer aux qualités inhabituelles de Mel Chase en tant que danse-thérapeute, mais c'est aussi pour nous le rappel qu'il y a peu, pour ne pas dire aucun malade réellement inaccessible. Chez Klein 1975. On conçoit mieux la force de cette phrase car nombre de patients, en particulier psychotiques, paraissaient effectivement retranchés dans leur maladie mentale qui évoluait le plus souvent par grandes oscillations sans rémission véritable du fait de l'absence de médication efficace, on l'a dit. Il fallait pouvoir se détacher de la vision ordinaire hospitalière et oser briser la situation d'impasse où patients et soignants se retrouvaient bien souvent enfermés. Marianne Chase a d'ailleurs proposé une autre lecture des patients à partir de leurs attitudes et de leurs aptitudes motrices et communicatives, en dressant le portrait du maniaque excité, du déprimé ralenti ou opposant et hyperactif, du schizophrène, à l'issue d'observations aussi bien en séance de DT que dans leur fonctionnement quotidien au sein du service, Sandel et Hall 1993. C'est-à-dire que la DT se conçoit pour elle comme une activité en pont, entre thérapie et vie socialisée, entre psychiatrie et activité de communication.
Marianne Chase, 1896 à 1970, n'a jamais véritablement systématisé ses idées, tout en s'appuyant sur les théories psychologiques de son époque. Des interviews, des textes, des témoignages en grand nombre ont été recueillis, regroupés par ses élèves dont Claire Schmey, Sharon et Harris Shecklin et publiés sous le titre Marianne Chase, ses écrits, Shecklin 1975, puis repris et complétés par la Fondation Monsieur Chase et réédités par un collectif de l'association américaine, Sandel et Al 1993. En résumé, de manière très condensée car sa pensée est féconde, on doit à Marianne Chase d'avoir perçu intuitivement et validé les ressources des mouvements dansés quant à leur contenu et leur pouvoir émotionnel et communicant, de les avoir conçus comme instruments thérapeutiques, ce qu'elle énonce ainsi. Si l'activité musculaire qui exprime des émotions est le substratum de la danse, et si la danse est un moyen de structurer et organiser une telle activité, on peut supposer que la danse est un moyen potentiel de communication pour la restructuration de malades mentaux graves. Shecklin 1975. Tout corps en mouvement devient moyen de communication des émotions, des pensées, comme le corps des patients entravés par la psychose, comme celui de la danse thérapeute activement participant à sa séance. Car Marianne Chase utilise son propre corps pour mieux aborder la problématique des patients, engagement exceptionnel, en permettant une sorte de dialogue de niveau infraverbal dont on décryptera les divers processus en jeu, en particulier l'empathie et le contre-transfert, cf. Chapitre 4. D'autres thématiques, assorties de commentaires reliant pratique et dimension psychologique freudienne ou reichienne, sont explorées. L'image du corps, la mobilisation de l'énergie et de la vitalité, la notion d'insight et de sens du mouvement, l'accès à la symbolisation, la dynamique de groupe et les expériences partagées, la confiance en soi et la résocialisation. Ces textes et son charisme vont permettre le développement de techniques de DT d'inspiration chassienne, qui seront présentées conjointement aux autres techniques, cf. Chapitre 3. L'intérêt pour ces idées et expériences, toujours valables malgré les évolutions considérables des prises en charge en psychiatrie, tient aux valeurs intrinsèques véhiculées par son œuvre. L'innovation française de Rose Gaettner. En France, dans les années 1950 à 60, Rose Gaettner, diplômée en art décoratif, ayant une formation en danse classique, connaisseuse des danses folkloriques, innove en introduisant la danse à des fins thérapeutiques dans le milieu institutionnel pédopsychiatrique. Plus précisément, Rose Gaettner profite de remaniements dans le domaine du soin à l'issue de la guerre pour suivre une formation sommaire selon ses termes, stage en 1945 au Centre de formation de méthode éducative CMEA. Elle témoigne ainsi de son implication en externat médico-pédagogique dans son dernier ouvrage, Gaettner 2000. C'est là que je devins sans le savoir et pour la première fois danse-thérapeute. Ma pratique de la danse m'avait incité à privilégier une activité corporelle spécifique au détriment d'activités plus intellectuelles qui demeuraient inefficaces dans un contexte aussi défavorable, c'est-à-dire enfants au handicap lourd et en nombre trop élevé dans les groupes thérapeutiques, observant que cette tentative thérapeutique médiatisée apaisait les enfants en grande difficulté psycho-comportementale. Ayant effectué une démarche psychanalytique personnelle, elle devient successivement, dans ses débuts, éducatrice spécialisée en externat médico-pédagogique à Paris de 1956 à 1963, psychopédagogue à l'hôpital Hérold en pédopsychiatrie de 1959 à 1969, danse-thérapeute au centre hospitalier de Maison-Blanche de 1960 à 1963. Elle est surtout connue pour son travail d'avant-garde dans l'hôpital de jour de Santos-Dumont à Paris dont elle sera la directrice, de 1963 à 1990, année où elle cesse son activité, auprès d'enfants et d'adolescents autistes et psychotiques présentant entre autres des troubles du comportement caractériel, relationnel, alimentaire. Elle exerce aussi au centre hospitalier parisien Sainte-Anne où elle est confrontée à des adultes ayant eu une psychose infantile et à des patients schizophrènes. Enfin, elle se rapproche de la psychomotricité et elle enseigne son savoir au sein de l'école de psychomotricité de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Rose Gaettner n'a rapporté sa pratique que très tardivement après presque 30 ans d'exercice professionnel. Elle se réfère au plan théorique aux travaux du psychologue Henri Wallon, 1942, concernant les liaisons entre tonus musculaire, réactions émotionnelles et développement de la pensée,
Considération prolongée par ceux de J. de Aruriaguera avec le dialogue tonique psychomoteur entre la mère et son enfant, prélude au dialogue verbal, cf. chapitre 4. Son activité thérapeutique au service des patients s'appuie sur la motricité et ses incidences sur la sphère mentale, sur certaines règles issues de la danse classique comme la rigueur insufflant une intention structurante, comme les pas chorégraphiques qu'il faut saisir, reprendre et répéter, comme l'accompagnement musical indispensable dont les compositeurs classiques Ravel, Stravinsky, Wagner. Ces options sont clairement suggérées par le titre de son premier ouvrage, Thérapie psychomotrice et psychose, la danse et la musique, Gaetner 1979. Au plan psychodynamique, le processus d'imitation est l'élément clé, invariant, conditionnant l'efficacité thérapeutique de l'ensemble de ses interventions au cours de sa longue carrière. Elle reprécise et argumente dans son dernier ouvrage, Gaetner 2000, les modalités de son action déclenchée par son unique consigne. Le patient imite l'animatrice, la danse-thérapeute, et reproduit en miroir sa danse que celle-ci improvise au fur et à mesure de l'audition musicale. Alors que la danse de l'animatrice s'harmonise et se synchronise par rapport à la musique, celle des patients s'harmonise et se synchronise par rapport à l'animatrice, jusqu'à éventuellement s'en détacher pour créer, ajoute-t-elle. Il s'agit donc d'utiliser et de développer les formes possibles d'imitation immédiate ou différée comme suit. Le patient imite l'animatrice mais les deux dansent côte à côte face au miroir. Alors que l'usage le plus fréquent en DT est de l'éviter, le patient autiste parvient à se différencier de l'animatrice. Il acquiert progressivement la certitude de son intégrité corporelle et voit qu'il n'est pas morcelé. Ou encore, ce peut être l'animatrice qui reprend à son compte les stéréotypies d'un patient en les transformant dans l'instant en mouvements dansés, ce qui les annule au profit d'un mouvement cohérent, inséré dans un ensemble structuré. Ou aussi, l'animatrice ne danse plus et devient spectatrice du patient qui danse face au miroir, prenant conscience de son image spéculaire. Ou enfin, le patient reprend à distance la danse de l'animatrice et ou entreprend une activité corporelle autre dans un mouvement identificatoire secondaire, à l'animatrice. Quelles qu'en soient les variantes, l'animatrice se prête au processus d'identification et d'individuation de l'enfant. Ceci engendre la réactualisation des échanges infantiles avec la mère, très imparfaitement réalisés chez ces jeunes patients, permettant une reprise évolutive vers le dépassement d'une situation régressive et fusionnelle pour faciliter la naissance de leur moi. L'imitation suppose aussi la répétition, qui apparaît comme un mécanisme de réassurance. Au concept imitation-répétition des mouvements dansés classiques auxquels Rose Gaetner est toujours restée fidèle, elle oppose le concept de la libre expression, de l'improvisation et de la spontanéité car selon elle, cela implique une image interne cohérente du corps propre, ainsi qu'une excellente maîtrise du corps global, du temps musical et de l'espace afin que les mouvements ne soient pas stéréotypés. Aucune des patientes, adolescentes présentées dans son ouvrage, n'était en mesure d'y accéder. D'une manière générale, il ne ressort des improvisations que mouvements dansés désordonnés, donc non structurants, qui confinent au passage à l'acte d'une vie pulsionnelle non canalisée, Gaetner 2000. Signalons que l'on proposera au fil des chapitres suivants une autre lecture beaucoup plus positive d'une danse libre, non basée sur la forme, énoncive, mais sur l'action énonciative, cf. Paragraphe chapitre 4, à différencier effectivement d'un Yeisser faire incontrôlé. Par ailleurs, la sublimation, l'image du corps, la vie pulsionnelle et les expressions désirantes érotiques, le narcissisme sont des thèmes mentionnés dans ces livres. Il faut accorder à Rose Gaetner l'originalité et l'audace d'une démarche personnelle qui introduit une DT en devenir dans un milieu psychiatrique en remaniement, comme cela s'était passé précédemment aux USA. Elle utilise intuitivement le pouvoir du corps en mouvement, et s'appuie sur le mécanisme de l'imitation investi d'un rôle primordial. Cependant, cette vision est restrictive car ce mécanisme, toujours validé, et surtout repris, fondu et affiné au sein de plusieurs processus que Gaetner n'évoque pas. En effet, ceux-ci s'intriquent et interviennent dans la communication non verbale, dans les échanges entre personnes, dans le développement maturatif psychocorporel de l'enfant et plus tard dans la maintenance d'un moi adulte efficient. Car cette imitation volontaire est en fait doublée d'une imitation non consciente, inductrice de résonance corporelle en va-et-vient entre deux sujets, enfant-parent, partenaire d'une interaction,
patient-soignant, qui active une écoïsation interne et interactive aux divers niveaux moteurs, affectifs, idéiques, base d'une future aptitude empathique et identificatoire, Nadel et Desti 2002, et transférentielle. Les processus mobilisés, cf. chapitre 4, dépassent donc ceux envisagés par Erga-Ettner, apparaissant comme des leviers thérapeutiques pertinents pour d'autres techniques de DT, cf. chapitre 3. La focalisation et l'insistance de Erga-Ettner 2000, sur le seul mécanisme de limitation volontaire sont sans doute étayées par sa confrontation réitérée à des enfants jeunes, autistes, psychotiques pour lesquels l'imitation précoce, visible, est d'autant plus importante à considérer qu'elle est cruellement mise en défaut et ou en échec dans cette population. L'imitation dansée exigée dans ce contexte est l'objet d'une réappropriation secondaire dont l'aspect thérapeutique sera discuté avec le processus de l'énonciation. Cf. paragraphe au chapitre 4. Il faut aussi noter l'attachement de Rosga-Ettner au modèle de la danse classique et à ses liens à la musique, ce qui l'éloigne fortement des diverses démarches contemporaines orientées vers l'absence de musique et vers le recours aux improvisations dansées donnant accès aux rythmes personnels et autres histoires intériorisées capables de faire sens dans leur occurrence spontanée. Cf. chapitres 3 et 4. En dépit de ces réserves, Rosga-Ettner reste l'instigatrice, volontiers méconnue, discrète, d'une danse mise en position non seulement de médiation mais aussi et surtout des élaboration directe de la pensée au sein d'un corps global. C'est dire qu'elle a contribué à établir les germes d'un courant psychothérapeutique novateur qui défend implicitement les potentiels du corps et qui postule une pensée incarnée. Définir la danse-thérapie. C'est donc avec Marianne Chase qu'apparaît le terme consacré pour qualifier cette nouvelle forme de danse, qui devient la Dance Movement Therapy, DMT, littéralement la thérapie par la danse et le mouvement. La dénomination française utilisée par Rosga-Ettner est plus ramassée avec Dance Therapy, DT, sans exclure la composante mouvement. Le terme thérapie AECOL accent circonflexe à danse signale explicitement que les dimensions motrices, expressives et artistiques de la danse ne sauraient suffire à rendre compte du processus thérapeutique en cours. En effet, il y a l'idée sous-jacente de la nécessité de fournir un cadre psychodynamique et théorique à cette activité. Le terme mouvement accolé à danse attire l'attention sur le fait que, en usage thérapeutique, la danse définit insuffisamment et incomplètement les moyens par lesquels l'action recherchée fonctionne, ou suggère mal le contexte dans lequel elle est utilisée. En effet, il s'agit de promouvoir le mouvement, dansé si possible, en tant que participant au processus soignant, le mouvement constituant une activité motrice dite aussi kinésique. La kinésique, dérivant de l'anglo-saxon kinesics, est ainsi également utilisée pour désigner la motricité dans un ensemble plus large, en particulier lorsqu'on évoque les composantes non-verbales du langage et leurs fonctions. Cf. paragraphe communication non-verbale au chapitre 4. L'activité motrice ou kinésique, simplement bouger ou danser, peut être aussi bien spontanée que volontairement déclenchée par la danse thérapeute à qui il appartient dans tous les cas de maîtriser ce qu'il en résulte. A contrario, l'expression danse accolée à Moveexnant suggère un dépassement et ou un déplacement des activités physiques à caractère gymnique du niveau de la performance vers d'autres motivations. Si le sport s'oriente vers la quantification et la rationalisation des mouvements tendus vers un objectif extérieur, le mouvement dansé s'insère dans la sensibilité kinesthésique, la fluidité expressive et la subjectivité. La danse contemporaine le confirme. Seul le geste dansé crée un continuum de mouvements tel qu'il contient et prépare le geste suivant, il n'est ni fonctionnel, ni intentionnel, Crémézy 1997, ou encore, un geste dansé n'existe dans sa toute-puissance que par ce qui le précède et ce qui le suit, F. Dupuis 2002. Travailler avec une motricité qui rejoint ces caractères est aussi l'apanage des psychomotriciens dont les pratiques ont évolué vers l'extension de leur champ d'action à partir de la rééducation psychomotrice. Depuis déjà 3 décennies, le mot psychomoteur ne semble plus devoir se comprendre sans une mention aux données inconscientes. L'affrontement à la dysfonction physique visible suscite maintenant avec insistance le recours à une possible explication psychanalytique, proposer l'effacement du mal, tout en s'attachant à la signification de celui-ci, Vigarello 1979.
Enfin, si danse inscrit le mouvement dans un champ artistique, esthétique et sublimatoire, il y a simultanément installation perceptive d'un état de corps particulier qui subsiste même si le mouvement dansé est suspendu, on le verra. Il y a ainsi l'esquisse d'une science et d'un savoir du corps, d'une reconnaissance de ses diverses potentialités, pas seulement motrices, dont on pressent qu'il existe des possibilités d'exploitation multidirectionnelle allant de l'individu au groupe, de la conscience de soi aux relations socialisées. Actuellement, les dénominations Dance Movement Therapy, DMT, thérapie par la danse et le mouvement, ou danse-thérapie, DT, qui contient implicitement mouvement, sont partagées avec d'autres pays européens. Il faut reconnaître que le terme DMT rend mieux compte des points d'ancrage thérapeutique de cette discipline que le terme DT. Rapportons le cheminement de réflexion qui a conduit à définir officiellement la DMT par l'American Dance Therapy Association, ADTA, lors de sa création. Parce qu'il montre bien le ferment actif que contient en soi cet axe de soins, Schmey et White 1996. L'association américaine est fondée en 1965 par Marianne Chase à Washington. Ceci survient grâce à la pression grandissante des danse-thérapeutes proches de Marianne Chase, d'autant plus qu'elle se montrait réticente alors que d'autres groupes s'organisaient simultanément à New York et sur la côte opposée, californienne, avec Trudy Shoup, Mary Whitehouse, Alma Hawkins, Joan Chodorov. On va les retrouver au chapitre 3, à Esalen qui deviendra un centre des thérapies humanistes à partir des années 60. Finalement, Marianne Chase décide de rassembler à Washington les diverses idées qui surgissaient depuis 2-3 ans sur tout le territoire des États-Unis, mais avec l'objectif de travailler avec le corps. Une grande réunion, organisée à New York à la Turtle Bay Music School, diffuse alors un questionnaire où chacun est amené à proposer une définition de la danse-thérapie. Le Canada, l'Angleterre, la Suède, la Norvège et Israël sont également sollicités au sujet d'activités corporelles pratiquées en milieu psychiatrique. De en résulte une longue définition provisoire qui s'efforce de prendre en compte les différents qualificatifs qu'il convient d'insérer dans ce texte. La danse-thérapie est une forme de communication non-verbale au travers de mouvements en rythme et d'actions corporelles, utilisée intentionnellement par des animateurs, entraînés au cours de séances permettant la résolution des tensions et l'expression des besoins émotionnels, afin de réaliser l'intégration et la socialisation des apostrophes. Un individu grâce à un programme établi à visée maturative et thérapeutique. 2. Des discussions sont alors engagées sur l'aspect réducteur du mot rythme, sur la nécessité de maintenir le mot socialisation, sur l'intérêt d'adjoindre des références médicales ainsi que les notions de self, de moi, de conscience de soi. L'accord général est fait sur la communication non verbale, sur la recherche intentionnelle du relâchement des tensions et des expressions émotionnelles avec la présence de thérapeutes confirmés. La DMT, officialisée, se définit finalement par une utilisation psychothérapeutique du mouvement comme processus pour promouvoir l'intégration physique, psychique et sociale d'un individu. Elle sous-entend toutes les remarques précédentes et suggère le recours à des processus mentaux inconscients au sein du niveau de conscience habituel. Les danse-thérapeutes américaines contemporaines apportent des précisions complémentaires concernant cette thérapie innovante, unique, car elle s'adresse aux problèmes liant psyché-soma ou corps-esprit en combinant les expériences kinésiques et les théories psychologiques. Il y a corrélation entre la danse, le mouvement et l'expression de l'inconscient au travers du ça, moi, sur moi, fournissant de plus un cadre pour l'établissement de relations et pour le développement de l'image du corps et de la personnalité. Rosamante 1987. Pour anticiper le paragraphe suivant concernant l'expansion de la DT, voici la définition plus développée et commentée qui est donnée par la Société française de DT sur son site internet. La danse-thérapie reprend une fonction universelle et traditionnellement courante de la danse qui s'appuie sur la dynamique corporelle et symbolique de la danse, pour aider l'homme à intégrer harmonieusement les différents registres qui le constituent, physique, psychique, mental et social. Le texte ajoute « La DT utilise le mouvement comme médiateur d'une relation dont elle assure le cadre et les limites. À l'origine du travail, préexiste une alliance thérapeutique entre le soignant et le soigné ou la danse fêtière. Au centre de la pratique, l'évolution psychique ou mouvement interne, selon l'implication du patient, devient lisible à travers le mouvement dansé.
Enfin, il est précisé que l'ADT s'applique avec profit à toutes sortes de pathologies psychiques, psychosomatiques, somatiques et relationnelles, mais au-delà de ses effets thérapeutiques, elle s'inscrit aussi dans une démarche de mieux-être. Si l'ADT, qui a émergé dans les années 40, faisait figure de thérapie d'avant-garde ou bien, au moins, bousculer les habitudes, ne le serait-elle pas encore aujourd'hui au regard de certaines options contemporaines comme celle des théories de l'esprit qui maintiennent un clivage des apostrophes avec le corps, ou encore celle adhérant au courant psychiatrique qui se recommande de la classification américaine du DSM, le manuel diagnostique et statistique des maladies mentales, délaissant le repérage structurel psychose, névrose pour cibler le symptôme, rebaptisé trouble, anglicisme de trouble. L'ADT refuse de nier les soubassements plus ou moins conscients qui entretiennent les troubles, refuse d'ignorer la compréhension psychodynamique des manifestations psychiatriques et de laisser croire par une simplification abusive qu'un réapprentissage cognitivo-comportemental ou qu'un médicament spécifique suffirait à les éradiquer. La crainte est grande également d'assister à la focalisation accrue sur le déficit clinique via l'étiquetage des troubles, parcellisant en conséquence un patient qui s'efface de plus en plus, au détriment d'une approche globalisante, car c'est sur celle-ci que l'ADT repose. Née au temps de l'efflorescence de la psychologie dynamique, l'ADT a su résister sans se démoder. C'est même peut-être par elle, entre autres bien sûr, que le sujet, et son corps, trouvent toujours place au sein de l'arsenal thérapeutique tel qu'il est proposé en Occident. 2 remarques sont à formuler. La première est que l'ADT, définie comme on l'a rapporté, ne prétend évidemment ni combattre ni supplanter d'autres options thérapeutiques dont celles citées précédemment. Par contre, elle se propose d'agir complémentairement à celle-ci comme on va l'argumenter. Cet état d'esprit est celui qui déjà animait Marianne Chase cherchant à travailler de concert avec les autres membres de l'équipe soignante, infirmières, ergothérapeutes, musicothérapeutes, psychiatres. Cependant, précisons que l'ADT peut à elle seule s'affirmer comme thérapeutique, cf chapitre 5, à condition que la danse-thérapeute en ait véritablement la compétence. La deuxième remarque est que la position de l'ADT est susceptible de rejoindre la définition de la santé selon l'Organisation mondiale de la santé, un état de bien-être physique, psychologique et social plutôt que l'absence d'une maladie. Elle fait implicitement réapparaître, parallèlement à la maladie, le souci de la prévention, que l'on retrouve dans certaines démarches soignantes contemporaines visant au mieux-être, cf. Paragraphe Les limites de l'ADT, chapitre 3. Les marques d'expansion de la danse-thérapie. L'ADTA est une association qui encourage de multiples échanges, dont des travaux de recherche et des modules d'enseignement. Le premier congrès de DMT est organisé en 1966 à New York City, et cette initiative s'est renouvelée annuellement, dans une ville des États-Unis. Chaque congrès est par ailleurs assorti d'un thème spécifique. La vocation et la mission de la DMT sont à nouveau discutées lors du congrès de 1972 à Los Angeles. What is dance therapy really? Qu'en est-il véritablement de la danse-thérapie? Le congrès international d'octobre 1995 se déroulant à Rye, État de New York, intitulé Celebrating 30 Years, retrace la voie inaugurée par Marianne Chase en présence de Myriam Roskinberger, présidente de l'ADTA, danse-thérapeute de grand renom et actuellement enseignante aux États-Unis et en Europe. Ce congrès souligne ce qu'étaient les prémices d'un programme d'études exclusif pour l'ADT à la Turtle Bay Music School de New York proposé par M. Chase dès 1960 d'une part. D'autre part, les développements qu'ont assuré les générations suivantes de danse-thérapeutes et leurs écoles ou universités de formation. Les congrès des années 1995 et 1996 mettent en place une table ronde internationale, International Panel. Les projets s'expriment, parallèlement aux travaux nord-américains, autour d'une expansion tant sud-américaine qu'asiatique et européenne 4 de la Dance Movement Therapy, danse-thérapie, choréothérapie, thérapie dansée, psychodanse. Pour souligner aussi que les dénominations DMT et DT très largement utilisées ne sont pas forcément limitatives et admettent des synonymes. Actuellement, l'idée d'échange interdisciplinaire, plus enrichissante qu'un département refermé sur sa spécificité, est entretenue par la succession de congrès internationaux.
À Los Angeles, celui de 1996 regroupe la dance therapy et la dramathérapie. Celui de 2006 convoque les diverses formes créatives d'intervention sociale, pédagogique et éducative proposées aux enfants et les liens aux familles et aux proches. La DTA a mis en place dans le début des années 70, après une vingtaine d'années de réflexion pour élaborer et structurer sa position, un diplôme d'état de danse-thérapie qui s'obtient en général en 3 ans dans diverses universités. Les étudiants ES approfondissent des techniques de danse, classiques, modernes, jazz, de caractère ou folklorique, et reçoivent un enseignement diversifié dont l'analyse du mouvement, la psychologie clinique et la psychopathologie très référencée au corps et au mouvement et pas seulement au cérébro-mental. Des stages en institution sont exigés, et un travail de recherche complétant le programme de base est requis. En Europe, la DT commence à être véritablement reconnue depuis les années 70 à 80. On verra dans le chapitre 3 les diverses formes de DT qui vont prendre leur essor et se théoriser, pour devenir la DT plurielle, parallèlement aux nouveaux courants de la danse contemporaine et aux intérêts pour le mouvement en tant qu'objet des technologies numériques, développés au chapitre 2 et 4. En France, nous avons rappelé le travail inaugural de Helga Etzner. Des thèses de médecine ont trait à l'action de la DT, Dussault 1976, avec parution des premières publications. La Société française de psychothérapie par la danse, SFPTD, fut créée en 1984 proposant des rencontres et une formation interne à des professionnels de la danse et de la santé désireux de perfectionnement, CER 1995. La SFPTD est devenue en 2001 la Société française de danse-thérapie, SFDT. L'affiliation à une association européenne de danse-thérapie, AEDT, a évolué vers une fédération européenne, FEDT, en 2006 recensant les diverses associations adhérentes, précisant les activités propres de celles-ci et leurs diverses actions en faveur de l'ADT. Simultanément, des formations plus larges. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.